Bon, et si je vous disais que la première histoire, c'est celle de Lola. À ce moment-là de sa vie, Lola a 17 ans, elle est en études, elle habite chez ses parents. Et Lola, dans la vie de tous les jours, elle est super sympa. C'est un peu le genre de personne qui, quand vous allez dans une classe et que vous ne connaissez personne, eh bien c'est elle qui va s'approcher de vous. Et je pense qu'on peut le dire, avoir une personne comme ça, c'est incroyable. Notre amie, elle a quelques passions, la natation, l'équitation, ça fait beaucoup de sion, mais également le tennis. Et oui, elle, contrairement à moi, c'est une grande fan de sport. Alors, je suis pas fan, c'est juste que je ne prends pas le temps d'en faire. Mais quand je suis lancé, ça va très bien. Si aujourd'hui je suis posé sur ma chaise à vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle se passe à Halloween. Et oui, ça fait déjà quelques mois que l'année scolaire a commencé, et Lola nous raconte que dans sa classe, il y a une nouvelle personne. Cette nouvelle personne, c'est pas n'importe qui, c'est une de ses voisines. Effectivement, elle et ses parents ont emménagé dans la ville il y a à peine quelques mois pour la rentrée scolaire, et Lola l'a déjà aperçue dans la rue, mais elle n'a pas eu l'occasion de lui parler. Un fameux jour, notre amie est en classe et elle nous raconte que tout se passe bien. Les cours sont plus ou moins intéressants, l'ambiance est plutôt bonne, mais elle remarque au fond de la salle qu'il y a cette fameuse voisine qui est complètement toute seule. Ah, Lola, c'est quelqu'un de très empathique, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens, et elle, ça lui fait beaucoup de peine. Elle se dit, mais elle a pas d'amis, elle n'a personne à qui parler, à qui se confier, et moi, pour l'avoir vécu quand j'étais un petit peu plus jeune, ça fait très très mal. À la pause, elle décide de s'approcher d'elle et elle lui dit, écoute, je sais pas si tu l'as remarqué, on est voisines, on habite juste à côté. Ça fait quelques mois que je t'ai aperçu, j'ai jamais osé venir te parler, et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire aujourd'hui. Très vite, Lola remarque que cette fille est très très froide, elle semble pas avoir vraiment d'émotion. Mais bon, elle se dit, c'est logique, la fille, elle a personne, elle est en classe, elle n'a personne à qui parler, elle s'ennuie, elle connaît absolument personne. Lola lui dit, écoute, si ça te dit, je te propose qu'à la pause, on aille manger ensemble, comme ça on peut apprendre à se connaître, on peut discuter un petit peu. Et la fille se contente simplement de faire un petit signe de la tête pour dire oui. Bon, l'échange a été assez glacial, mais bon, au moins Lola, elle a fait la part de son taf, elle est allée vers la personne, elle lui a parlé. Et ça, Lola, si tu nous écoutes, un grand merci. Oui, toi qui regardes la vidéo, tu as probablement déjà eu dans ta classe une personne qui n'a personne à qui parler. Évite de te moquer d'elle avec tes amis et va plutôt lui parler, tends-lui la main parce que vous imaginez pas à quel point c'est difficile ce genre de situation. À la fin des cours, la sonnerie retentit et Lola se lève et elle va vers cette fameuse fille. Là, elle attend qu'elle range ses affaires et les deux se mettent à marcher en direction de la cantine. Et bon, chose qui n'était pas vraiment prévue, c'est que Lola et cette fille s'assiedent à une table, mais très vite, des personnes viennent les rejoindre et ces fameuses personnes, c'est des amis de Lola. C'est pas tout à fait optimal lorsqu'on essaye d'intégrer une personne à une classe, c'est mieux peut-être de privilégier un tête-à-tête au début, mais voilà, c'est mieux que rien. En fait, le risque avec ça, c'est que cette personne, elle se sente rejetée parce que toutes les autres vont parler ensemble, mais heureusement, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Lola arrive à intégrer la fille à la discussion et tout se passe très bien pendant tout le repas. Je suis en train de voir à la caméra ce que c'est en train de donner, perso, je kiffe assez bien, le gazon il pousse correctement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très vite, un sujet de discussion revient sur la table et il s'agit de l'organisation de la fête d'Halloween. En gros, ils expliquent que cette année, ils ont envie de marquer le coup pour faire quelque chose d'incroyable et l'idée c'est que tout le monde se déguise et qu'ils se retrouvent dans une salle pour fêter. Tout le monde est ok et Lola, elle demande à sa nouvelle pote, est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous? Celle-ci fait un tout petit sourire en mode très discret, très timide et elle dit pourquoi pas. Bon, bah parfait, que demander de plus, tout le monde est ravi, ils finissent le repas et ils retournent en cours. À la fin de la journée, Lola et sa nouvelle pote prennent le bus et elles rentrent chez elles parce que oui, comme je vous l'ai dit, elles sont voisines. Arrivée chez elle, Lola monte dans sa chambre, elle se met sur l'ordinateur et elle passe la soirée tranquillement. L'histoire reprend lorsqu'on est le jour J, le jour de cette fameuse fête. Lola décide d'aller chercher sa voisine pour se rendre ensemble sur les lieux. Elle sonne chez elle et là, c'est sa pote qui vient lui ouvrir. Lola ouvre grand les yeux lorsqu'elle voit que sa voisine s'est déguisée en nonne. En fait, elle nous racontera plus tard qu'elle ouvre grand les yeux parce qu'elle n'a jamais vu ce déguisement à Halloween. Elle trouve ça incroyable et super original, bien que ce soit un petit peu glauque quand même. Bref, la soirée se passe incroyablement bien, tout le monde danse, tout le monde est super heureux. Et vers 4h du matin, Lola s'approche de sa voisine et elle lui dit écoute, moi je vais gentiment rentrer, je suis KO. Si tu veux, on peut rentrer ensemble, mais si tu veux continuer de t'amuser, fais-le. Sa voisine, qui pendant toute la soirée n'a pas eu vraiment d'émotion sur le visage, lui dit ok, on peut rentrer ensemble. Une fois en dehors de la salle, la nouvelle voisine lui dit excuse-moi, est-ce qu'on pourrait se rendre à l'église du village? Je dois faire quelque chose. Bon, Lola, elle trouve ça un petit peu chelou, elle se dit bon, c'est Halloween, on va faire un effort, pourquoi pas? Et là, tout à coup, elle voit que sa voisine est super contente. Au bout d'une dizaine de minutes de marche, elles arrivent enfin à cette fameuse église. C'est l'église du village quoi, il n'y a pas grand chose de spécial hormis le fait que ce soit hyper glauque. Et à peine arrivée en face du bâtiment, Lola voit que sa voisine s'approche et qu'elle se met en face du clocher. Là, elle lève la tête et elle le fixe pendant 10 minutes. Je vous explique pas la situation à ce moment-là, Lola, elle est super mal à l'aise, elle ne sait pas quoi faire en fait, parce qu'il y a juste une meuf en face d'elle qui est en train de fixer le clocher comme ça, en pleine nuit d'Halloween, déguisée en nonne. Ah, j'ai vu des choses glauques, mais alors ça, je pense qu'on est pas mal. Au bout de 10 minutes, sa voisine se retourne, elle fixe Lola droit dans les yeux, Lola, elle se chie littéralement dessus, elle revient vers elle et elle dit « c'est bon, on peut rentrer ». L'autre amie, elle fait une tête abasourdie, elle lui dit
Ok, comme si de rien n'était. Et les deux rentrent à la maison. Arrivée chez elle, Lola monte dans sa chambre, elle se met dans son lit et elle tente de s'endormir. Je vous le cache pas, elle a un petit peu de peine, elle repense à ce qui s'est passé juste avant, il y a quelques minutes, lorsqu'elle était en train de regarder sa voisine devant le clocher à le fixer. Ça la perturbe un petit peu. Elle se tourne plusieurs fois dans son lit, elle essaye de comprendre qui est cette personne, parce que elle la connaît entre guillemets depuis plusieurs mois, mais elle ne lui a parlé qu'il y a plusieurs jours. Et qu'on se le dise, elle a l'air quand même particulièrement chelou. Mais bon, Lola, elle a bien été éduquée, elle ne juge pas selon les apparences. Et elle se dit, bon, bah c'est une personne comme ça, c'est un caractère qui est comme ça, ma foi, on n'y peut rien, et bah je l'accepte tel quel. Au bout d'une petite heure, Lola commence à avoir les yeux qui deviennent de plus en plus lourds, elle a envie de s'endormir, lorsque tout à coup, elle entend un cri qui provient de la rue. Elle se dit, bon ça y est, c'est Halloween, il y a des gens qui font n'importe quoi dans la rue, j'ai la fenêtre entrouverte, ça va passer, je vais pouvoir m'endormir. Elle n'y porte pas plus attention que ça, et quelques minutes plus tard, elle entend un second cri. Bon, à ce moment-là, elle se dit, s'il y a encore un cri, je me lève, je pousse une gueulée mais monumentale, elle essaye de se rendormir, et quelques minutes plus tard, elle entend « Lola, est-ce que tu peux sortir ?» Là, l'ambiance change complètement. Excusez-moi pour l'expression, mais Laura, elle se chie dessus. Elle a les yeux grands ouverts et elle se dit dans sa tête, mais est-ce que je me lève et je vais à la fenêtre pour voir qui est cette malade mentale qui vient de me crier dessus, qui a crié mon prénom? Ou alors est-ce que je fais genre que je ne suis pas là et que je n'ai rien entendu et que je suis profondément en train de dormir? Malheureusement pour elle, c'est la première solution qu'elle va retenir. Elle se lève, elle va à la fenêtre et elle ouvre celle-ci. Avant de vous dire la chose horrible qu'elle a sous les yeux, je demande à chaque personne qui regarde cette vidéo de s'abonner. Comme ça, si cette vidéo a fait 50 000 vues, on a 50 000 abonnés en plus et on ne tient pas compte des personnes qui sont déjà abonnées, etc. C'est un calcul savant, mais ça me ferait super plaisir. Donc n'hésite pas à t'abonner. Devant elle, un petit peu plus bas dans la rue, se trouve sa fameuse voisine, toujours déguisée en nonne, mais cette fois-ci avec un couteau dans la main. Et la première impression de Lola, c'est de se dire, mais cette meuf, elle est complètement possédée, je sais pas ce qui est en train de se passer dans son cône. Peut-être qu'elle pousse le délire de la fête d'Halloween un peu trop loin, ou qu'elle se croit dans Conjuring, j'en sais rien du tout. Mais alors la proba que je descende dans la rue comme elle me le demande, c'est 0. Lola descend les escaliers, elle va réveiller son père et elle lui dit, papa, il y a la voisine dans la rue qui tient un couteau, elle est déguisée en nonne, je sais rien ce qu'elle veut. Son père regarde à son tour à travers sa fenêtre pour voir s'il l'aperçoit, et en ouvrant les rideaux, il voit que celle-ci est positionnée juste à 1 mètre derrière la fenêtre, et elle a toujours le couteau dans la main. Là, son père lui dit, écoute, c'est cette nouvelle voisine, je pense que tu la connais. Lola lui dit, oui, ce soir j'étais avec elle en soirée, et il dit, bon, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai le numéro de son père, on l'appelle, voir s'il est réveillé, mais bon, il est quand même 5 h du mat'. Un petit peu compliqué, et ma foi, s'il ne répond pas, on va juste appeler les flics pour qu'ils viennent la chercher. On va prendre le risque d'aller la voir alors qu'on ne la connaît pas plus que ça. Elle a quand même un couteau dans la main, c'est pas la chose la plus rassurante qui soit. Il prend son téléphone, il compose le numéro du père de la voisine, et heureusement, celui-ci répond. Alors il est complètement dans les choux, il est complètement dans les vapes, il est sur une autre planète, mais il arrive à peu près à comprendre ce que le père de Lola lui dit. Il lui dit, mec, il faut absolument venir chercher ta fille, elle est en train de faire la psychopathe dans la rue, elle fait flipper tout le quartier, s'il te plaît, viens la récupérer. Plusieurs minutes plus tard, il voit le père de cette fille arriver, il l'embarque et il la ramène à la maison. Bon, Lola et son père vont quand même se recoucher, ils arrivent tant bien que mal à se rendormir. Et le lendemain, en début d'après-midi, le père de Lola reçoit un appel. C'est le père de la voisine qui tient à s'excuser. Mais les 2-3 choses qu'il va dire au père de Lola sont assez mystérieuse. Il dit, écoute, excusez-moi pour cette nuit, c'est vrai que ma fille a complètement vrillé. Depuis qu'elle est petite, elle a quelques graves problèmes, on essaye d'y remédier tant bien que mal. Ça fait des années qu'on se bat contre la maladie et on espère que ça n'ira pas plus loin. Là, le père de Lola ne comprend pas tout à fait où il veut en venir et il lui pose naturellement des questions. Le père de la voisine dit, oui, c'est vrai que ma fille a déjà eu des épisodes très violents avec ses camarades de classe, avec des personnes qu'elle apprécie beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle apprécie beaucoup une personne, mais elle l'apprécie tellement qu'elle en devient parano, et j'ai l'impression que ces derniers temps, la personne qu'elle préfère, c'est Lola. Cette nuit, effectivement, elle m'a dit qu'elle partait en soirée avec Lola pour une fête d'Halloween, et moi, avant qu'elle parte, je n'ai pas vu son déguisement. Mais au téléphone, quand vous m'avez dit que ma fille était déguisée en nonne, j'ai immédiatement su qu'il fallait vraiment que je vienne la chercher, parce que sinon, elle allait commettre l'irréparable. Et oui, toutes les fois où elle a agressé la personne qu'elle préférait, elle était déguisée en nonne. Donc, j'ai immédiatement compris qu'il fallait que j'intervienne très vite. Au moment où le voisin dit ça au père de Lola, il bade complètement, vraiment. Il dit, mais mec, vous êtes quoi pour des voisins chelous? Et dans sa tête, il se dit surtout, mais heureusement que ma fille est rentrée et qu'elle s'est mise dans son lit. Imaginez si l'autre folle avait sorti un couteau devant l'église, sacrifice humain sur la place publique, enfin bref, j'en sais rien du tout ce qui se serait passé, mais heureusement qu'elle est en vie aujourd'hui. On apprendra un petit peu plus tard que cette voisine a été internée en clinique psychiatrique parce que sa maladie devenait
de plus en plus grave. Alors je ne sais pas s'il y a un nom sur cette maladie, j'en ai aucune idée. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Mais imaginez-vous, vous êtes à une soirée avec une personne et tout ça se passe en une nuit, en quelques heures. Ça doit juste être terrible. De se dire, la meuf, elle aurait pu avoir un couteau sur elle à la soirée et me planter. Enfin bref, heureusement que rien ne s'est passé, heureusement que Lola est en forme aujourd'hui, qu'elle s'en est remise. Elle n'a pas ressenti le besoin d'aller voir quelqu'un, d'en parler à une psychologue, mais ça n'a pas été facile. Elle nous raconte que quelques mois après, elle et sa famille ont dû déménager pour des raisons professionnelles. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est pas plus mal. Avoir des voisins qui sont plus ou moins normaux, c'est plutôt cool. À ce moment de sa vie, Léa est super heureuse, elle nous raconte que tout va bien dans sa vie. Elle a récemment emménagé dans une maison, elle s'y plaît énormément, et pour fêter ça, elle organise une crémaillère. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une crémaillère, c'est en gros lorsqu'on emménage dans une nouvelle maison ou dans un nouvel appartement, eh bien on organise une petite fête d'inauguration avec nos amis, nos familles et nos proches. Et notre amie Léa, c'est exactement ce qu'elle fait aujourd'hui, et d'ailleurs, l'histoire commence le jour de cette fameuse fête. À 18h30, tous les invités commencent à arriver, et l'ambiance est super joyeuse. Léa a prévu plein de nourriture, plein de boissons, plein d'activités. Et la soirée qui commence à 18h30 va probablement se terminer vers les 4, 5, 6 heures du matin. On est le week-end, il faut bien évidemment profiter un petit peu. Pendant toute la soirée, elle nous raconte que tout le monde s'amuse comme des dingues. Que ce soit ses amis, ses parents ou encore ses grands-parents, tout le monde y prend du plaisir. À un moment, vers 20h30, quelqu'un sonne à la porte. Notre amie Léa s'approche de celle-ci, elle l'ouvre et à sa plus grande surprise, il n'y a personne derrière. Bon, elle se dit, elle a sûrement halluciné parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc pour elle, elle a simplement badé. Pas grave, elle retourne faire la fête avec ses potes et elle danse toute la soirée. À 23h, quelqu'un ressonne à la porte. À nouveau, Léa s'en approche, elle l'ouvre et il n'y a toujours personne à l'extérieur. Bon, c'est un petit peu bizarre, elle se dit, je veux bien avoir badé ou halluciné une seule fois, 2 fois ça fait un petit peu beaucoup. Après, bien évidemment, il y a la question de l'alcool qui rentre en compte. Est-ce qu'elle a eu une hallucination auditive ? On ne sait pas. Mais la suite de l'histoire va nous montrer que elle n'a peut-être pas halluciné. La soirée continue dans la meilleure des ambiances qui soit, et vers 4h du matin, tous les invités quittent la maison. Léa, elle est exténuée, elle se dit, bon, il faut encore que je range, mais bon, je ferai ça demain matin, j'ai pas envie de me casser la tête maintenant. Je ne tiens même plus sur mes jambes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pyjama et aller me coucher. Au bout de quelques minutes, à être dans son lit et à scroller les réseaux sociaux, Léa finit par s'endormir. Le lendemain matin, elle nous raconte qu'elle fait le ménage dans toute la maison, elle nettoie à fond, parce que quand 30 personnes viennent chez vous, c'est peut-être pas l'endroit le plus propre le lendemain. Et elle nous raconte que c'est sa seule activité de la journée. Elle fait le ménage et l'après-midi, elle se repose sur son canapé. L'histoire reprend un fameux jour, lorsque Léa est à son travail, lorsque son patron lui annonce qu'elle devra probablement se rendre à l'étranger pour y rencontrer des clients. Léa, elle adore voyager, elle nous raconte qu'elle prend cette nouvelle avec grande joie, et qu'aujourd'hui, elle a qu'une seule hâte, c'est de se préparer pour ce voyage. En plus de ça, c'est pas partir à 1 heure ou 2 heures de chez soi, c'est carrément aux États-Unis, donc à l'autre bout du monde. Et c'est que quelques jours plus tard que Léa a la confirmation, dans une semaine, elle part pour Los Angeles. Durant les quelques jours qui la séparent du début du voyage, Léa rencontre un phénomène assez particulier. Et oui, depuis quelques jours, quelqu'un s'amuse à sonner à sa porte d'entrée, mais lorsqu'elle l'ouvre, il n'y a personne. Elle se souvient de cette soirée qu'elle a organisée chez elle pour sa crémaillère et elle se dit, mais à ce moment-là, il y avait déjà quelqu'un qui sonnait à la porte et il n'y avait personne. Elle se dit, bon, dans mon quartier, il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de jeunes enfants et c'est vrai qu'on a tous fait ça quand on était petits. On sonnait aux portes et on se taillait en courant. Je l'ai fait, je me suis fait choper une fois et je ne l'ai plus jamais refait. Elle se dit, c'est pas trop grave, ça me dérange pas plus que ça, mais si ça continue, va peut-être falloir sévir. Ça y est, on est le jour J, Léa se rend à l'aéroport, elle prend l'avion et elle se rend tout droit à Los Angeles. Là-bas, elle nous raconte que l'hôtel est merveilleux, vraiment, il est incroyable. Alors je ne vous explique pas comment c'est aux États-Unis, mais tout est dans la démesure, que ce soit les bâtiments, les fast-food ou même les lits, ou enfin peu importe. Et apparemment, les premiers jours se passent extrêmement bien. Un fameux soir, Léa, après le travail, rentre à l'hôtel, elle se pose un petit peu dans sa chambre, elle se prépare, elle va manger et après, elle va se coucher. Vers 23h30, Léa est dans son lit à scroller les réseaux sociaux lorsque tout à coup, une alarme se déclenche sur son téléphone. Cette alarme, c'est pas l'application Réveil, c'est tout simplement les caméras de surveillance de sa maison. Oui, il y a des caméras qui surveillent l'intérieur de sa maison mais pas l'extérieur. Ce qu'elle entendait par sévir lorsque des gens viennent sonner, c'est d'installer des caméras qui regardent l'extérieur de sa maison. Comme ça, l'intérieur et l'extérieur seront surveillés. Bon, là ça l'inquiète un petit peu. Elle se dit, les caméras s'activent normalement pas. Parce que même si ma mère se rend chez moi, elle met le code, ça les désactive. Sauf que là, elles sont en train de sonner. Elle commence un petit peu à paniquer, elle ouvre l'application et elle regarde la caméra principale. C'est celle qui est vers la porte d'entrée. Et à sa plus grande surprise, elle ne voit rien. Elle se dit, je vais quand même checker les 2-3 autres caméras qu'il y a dans la maison pour être sûr qu'il n'y ait personne. Elle va sur la deuxième, il n'y a rien. La troisième, il n'y a rien. Mais la quatrième,
elle commence sincèrement à paniquer. Effectivement, sur celle-ci, elle voit qu'il y a un homme qui est debout au milieu de son salon, qui ne bouge pas et qui regarde un petit peu dans la maison. Malheureusement, elle n'arrive pas bien à distinguer son visage parce que celui-ci porte une capuche. Et une chose dont elle est sûre, c'est que cette personne n'est pas du tout censée être là. Elle s'empresse de quitter l'application, d'effectuer le numéro de la police de chez elle et de les avertir. Elle leur dit au téléphone, écoutez, il y a une personne qui s'est introduite chez moi, je ne suis pas là, je suis à l'autre bout du monde et il faut absolument que vous interveniez parce que je ne sais pas quelles sont ses intentions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne la connais pas et qu'elle n'a pas le droit d'être chez moi. Le policier au téléphone lui dit, écoutez, pas de souci, on va envoyer une patrouille le plus vite possible. Et Léa, à ce moment-là, elle est juste impuissante, elle ne peut pas aller chez elle pour voir ce qui se passe, elle est à Los Angeles, elle remet l'application et elle essaye de suivre la scène à distance. Tout à coup, elle voit que cette personne sort de la maison et malheureusement elle disparaît. Quelques toutes petites minutes plus tard, elle voit les forces de l'ordre qui interviennent dans la maison, mais malheureusement, c'est trop tard. Elle décide de les rappeler pour leur dire voilà, j'ai vu la personne partir de chez moi via la caméra de surveillance. Je ne sais pas qui c'est, je vous avoue que c'est un petit peu particulier comme situation. Et les policiers lui disent malheureusement, on peut pas faire grand chose pour vous. Si vous voulez, on peut essayer de récolter des empreintes. Léa les stoppe tout de suite. Elle leur dit le mec portait des gants, il n'a rien touché, donc il n'y aura absolument rien. Et l'officier lui dit écoutez, une fois que vous rentrerez de votre voyage et que vous retournerez chez vous, si cette histoire se repasse, n'hésitez pas à nous appeler très rapidement. Comme ça, on interviendra, on mettra la main sur cet individu et on le condamnera pour ce qu'il fait. Très bien, Léa, elle est pas forcément très rassurée, elle nous raconte qu'elle est à l'autre bout du monde, donc c'est assez particulier. Mais le reste du séjour se passe assez bien. Cet événement, il revient quand même pas mal de fois dans sa tête au cours de la semaine, mais elle arrive à faire avec. Le dernier jour, elle se rend à l'aéroport, elle prend l'avion, et elle rentre chez elle. Là, elle nous explique que pendant plusieurs semaines, plus rien ne se passe. Plus personne ne sonne à la porte et personne ne s'est introduit chez elle sans son autorisation. Elle se dit tout ça c'est terminé et au fur et à mesure des jours, elle commence à oublier tous ces événements. Elle reprend une vie normale, elle sort avec ses potes, elle va au travail et tout se passe à merveille. Je vous rappelle, abonnez-vous, je relance un défi sur cette vidéo. Toute personne qui regarde cette vidéo, vous devez vous abonner. S'il y a 30 000 vues, j'aimerais qu'il y ait 30 000 abonnés en plus sur la chaîne. Ça ne tient évidemment pas compte des gens qui sont déjà abonnés. Malheureusement, je ne suis pas si fort en maths que ça, donc ne m'en voulez pas. Un fameux jour, on est vendredi, Léa est réveillée par quelqu'un qui sonne à la porte. Dès qu'elle entend ce bruit, elle commence à avoir peur parce qu'elle se dit ça y est, ça recommence. Elle décide tout de même de se lever, d'aller ouvrir la porte et là, à sa plus grande surprise, c'est pas une farce, c'est le facteur. Celui-ci lui tend une lettre, il lui dit je dois vous livrer ça. Je vous souhaite un très bon week-end et une bonne journée. Léa se rend dans son salon, elle ouvre la lettre et lorsqu'elle voit le contenu de celle-ci, elle pousse un énorme cri. À l'intérieur, ce n'est pas une lettre de son travail pour lui dire qu'elle est virée, c'est tout simplement des photos. Et bien évidemment, sur celle-ci, il n'y a pas des chats ou des animaux, c'est tout simplement elle dans son quotidien. Et plus particulièrement chez elle. Et oui, on y voit Léa qui fait toutes sortes d'activités, que ce soit dormir, être sur son canapé en train de regarder la télévision ou même faire à manger. Il y a plein d'angles de vue différents et surtout, quelque chose qui la dérange, c'est que sur une photo, elle est en train de dormir, mais la personne qui l'a prise était dans la chambre. Il n'y a pas d'autre possibilité, elle est sûre et certaine, il n'y a pas de fenêtre à cet endroit-là, donc la personne ne peut pas la prendre à travers. La personne était à côté d'elle. Bon, là pour Léa, c'est juste plus possible, elle décide de prendre son téléphone, d'appeler la police, leur dire il faut absolument que vous envoyiez quelqu'un. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police arrive, Léa leur montre les photos et elle décide cette fois de porter plainte pour qu'une enquête se fasse. Pour elle, ce n'est juste plus possible de rester dans cette maison parce qu'elle est beaucoup trop en danger. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui peut s'introduire dans la maison à tout moment, elle ne sait pas comment d'ailleurs, que cette personne est complètement malade, elle la prend en photo en train de dormir, de faire la cuisine ou de regarder Netflix. Et franchement, dormir en sachant que quelqu'un est à côté de nous en train de nous prendre en photo, c'est pas la chose la plus rassurante qui soit. Les policiers lui suggèrent donc d'appeler ses parents pour qu'elle puisse aller dormir quelques nuits chez eux. Ceux-ci acceptent bien évidemment avec grand plaisir. Léa fait ses affaires et elle se rend chez eux. Quelques jours plus tard, Léa nous raconte qu'elle a décidé de retourner dans sa maison parce qu'elle estimait que voilà, les faits étaient passés. Qu'elle ne risquait plus grand chose parce que voilà, elle se dit il n'y a pas les caméras qui ont sonné donc la personne ne s'est pas introduite. Donc théoriquement, je ne risque plus rien. Dans l'histoire, Léa a écrit ces quelques lignes pour nous dire qu'elle retournait chez elle, mais malheureusement, c'est les dernières qu'elle écrira. On n'en a aucune idée de ce qui est arrivé à Léa par la suite. On n'a plus jamais entendu parler d'elle, que ce soit sur l'histoire, sur les réseaux sociaux ou peu importe. Et c'est à notre imagination de travailler. On peut tout imaginer, que ce soit un enlèvement, quelque chose de bien plus grave, ou tout simplement qu'elle n'a pas voulu donner suite à l'histoire, ou qu'elle l'a carrément inventé. Libre à vous d'imaginer votre propre fin. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez dans les commentaires.
Aujourd'hui, c'est l'histoire de Quentin. Mes amis, des histoires glauques, j'en ai vu, et celle-ci, elle est glauque et bizarre. Et vous allez voir, c'est une mécanique qu'on n'a encore jamais vue sur la chaîne. Donc c'est du tout nouveau, c'est pas du réchauffé, on est trop content. Tout se passe pendant les vacances d'été de l'année 2016. Quentin nous raconte qu'avec des potes de l'université, ils veulent partir faire des excursions, des explorations, etc. Et que justement, pourquoi pas les faire pendant ces vacances d'été. Vous le savez probablement, si vous êtes à l'université, les vacances d'été, c'est des vacances qui durent généralement 2-3 mois. Je vais pas vous mentir, ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, moi j'attends celle de juin avec grande impatience. Mais bon, avant, il y a quelques examens à passer. Un jour, à l'université, Quentin rejoint ses potes et pendant la pause, ils discutent de ce fameux voyage. Pendant 15 minutes, ils tracent les grandes lignes de ce voyage. Ils vont dire, ben voilà, on va aller dans ce pays, on va explorer tel endroit. Mais c'est qu'une fois à la fin de la journée, qu'ils sont chez eux, qu'ils sont rentrés, qu'ils sont tranquilles, qu'ils vont organiser tous les détails du voyage. Ils commencent par choisir où ils vont aller dormir, que ce soit dans un hôtel, Airbnb ou une auberge. Et la majorité du groupe sont pour le fait d'aller dormir dans une auberge de jeunesse. Leur argument, c'est qu'ils pourront rencontrer des jeunes de leur âge, échanger, partager des bonnes choses. Et sincèrement, moi je trouve ça plutôt cool. Une fois l'hébergement réservé, ils décident de regarder un petit peu plus en détail le parcours qu'ils vont faire. Et contrairement aux autres histoires sur la chaîne, ils ne vont pas aller faire de l'urbex ou quoi. Ils vont aller explorer des lieux dans la nature. Que ce soit des cascades, des beaux paysages, etc. Eux, c'est ce qui les intéresse. Et franchement, ils ont bien raison. Cette partie-là de la planification du voyage, c'est celle qui dure le plus longtemps. D'un côté, vous me direz, c'est quand même mieux de savoir où on va avant de partir, parce que sinon, on ne sait pas trop sur quoi on tombe. Et au bout de 2h30, tout leur itinéraire est planifié. Bon, Quentin et ses potes, ça reste quand même des jeunes, ça reste quand même des fêtards, ils veulent absolument faire la fête quand ils seront là-bas. Et ça ne les a pas empêchés de regarder quelques boîtes de nuit pour aller s'amuser. Bien évidemment, ils en ont trouvé, ils sont refaits parce qu'ils se disent, bah la journée, on va aller explorer un petit peu la nature, et le soir, ça va se mettre la mine en boîte. Bon, bah parfait, il manque un petit détail, c'est le moyen de transport qu'ils vont utiliser pour se rendre sur le lieu. Après quelques discussions, ceux-ci parviennent à trouver un accord, ils sont tous ok pour prendre la voiture. Enfin, c'est pas vraiment une voiture, c'est plutôt un minivan parce qu'ils sont plus que 5, et c'est ok pour tout le monde, donc tant mieux. Il y a pas mal d'heures de route, mais ils nous racontent que s'ils prenaient le train ou l'avion ou peu importe, ça leur coûterait beaucoup trop cher. Et faut pas oublier que ça reste des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Parfait, le voyage est prévu, il est planifié à la minute près. Quentin raccroche le téléphone, il se met devant Netflix et il passe toute la soirée là-dessus. À la fin de celle-ci, il prend son téléphone, il monte dans sa chambre et il s'endort. À partir de ce moment-là, c'est plusieurs semaines qui se passent sans qu'on ait aucune nouvelle de Quentin. On sait qu'il va à l'université, qu'il suit les cours, qu'il passe les examens et on sait même qu'il les a réussis. Si tu nous écoutes, bravo Quentin. L'histoire reprend le jour J, là où Quentin et ses potes partent en vacances. Le rendez-vous est fixé à 10h chez Quentin, comme ça tout le monde vient, tout le monde met ses bagages dans le van et ils peuvent partir. Bien évidemment, comme à chaque rassemblement, il y a des gens qui arrivent en retard. Heureusement, c'est pas trop long et finalement, ils prennent la route. Sur le trajet, ils s'arrêtent quelques fois dans des stations essence pour acheter des sandwichs, à boire, etc. Et surtout pour faire des pauses parce que quand vous faites beaucoup de voitures, c'est important de se reposer parce que ça serait dommage de finir dans le mur de la voie 9/3 pour rencontrer tonton Johnny. Au bout de 7 heures de voiture, tous les amis arrivent enfin à destination. Ils nous racontent qu'ils galèrent quand même un petit peu à trouver l'auberge de jeunesse parce qu'elle est très reculée, elle est dans un endroit qui est complètement inhabité. C'est entouré de forêts, de rivières, enfin c'est un endroit assez glauque. Mais eux, je sais pas, ça leur rajoute un petit truc, un petit peu de piment et apparemment ils adorent ça. Une fois l'auberge trouvée, ils s'y introduisent, ils posent toutes leurs affaires dans leur chambre, ils se rendent dans le réfectoire et ils se disent bon, il est quand même assez tard, on va pas forcément faire d'exploration aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe la soirée ici ou peut-être même à l'extérieur dans des bars, etc. On revient, on passe une bonne nuit de sommeil pour se reposer et dès demain matin 8h, on se taille dans la nature. Tous les membres du groupe sont ok avec ça, ça leur paraît être une bonne idée. Finalement, ils décident de faire quelques minutes de voiture pour rejoindre la civilisation et tous les bars. Vers 3h du matin, ils rentrent à l'auberge, il y en a pas un qui marche droit. Ils se mettent dans leur lit et s'endorment. Le lendemain matin, l'ensemble du groupe est réveillé par les premiers rayons du soleil et ces rayons marquent le début des vacances. Ils sont trop contents, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est d'explorer la nature, de sortir de cette auberge, d'aller marcher vers les rivières, dans la forêt, etc. Et c'est ce qu'ils font. Une fois que tout le monde est prêt, ils partent dans la nature et là, ils sont émerveillés. À seulement quelques minutes de marche de l'auberge, il y a une magnifique falaise. Ils nous racontent qu'ils n'ont jamais vu une telle chose de leurs yeux et ça, franchement, ça annonce de très bonnes vacances. Pendant toute la journée, le groupe d'amis explore, ils prennent des photos, des vidéos, ils s'amusent comme des petits fous. Vers 18h, ils rentrent à l'auberge et eux, leur objectif de la soirée, c'est de se mettre le plus minable possible. Me demandez pas pourquoi, c'est leur choix et je le respecte. Une fois rentré à l'auberge, tout le monde se prépare, ils se mettent tous sur leur 31, ils prennent la voiture et se rendent au bar. Alors attention mes amis, si vous prenez la voiture avec de l'alcool, je viens vous trouver, je vous en mets une et je vous couche par terre. Je vous interdis formellement de prendre le volant avec de l'alcool dans le sang, c'est la chose qui peut vous tuer. Et vous et la personne qui est en face, est-ce que j'ai été clair ? J'en ai l'impression. Donc malheureusement, ils prennent la voiture, ils vont au bar et ils boivent comme des trous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il nous raconte qu'il n'arrive même plus à marcher, à tenir debout. Mais à un moment, Quentin nous raconte qu'un de ses potes manque à l'appel. Tout le monde en a aucune idée de où il peut se trouver. Parce qu'autour, il n'y a rien. Il y a 3 bars, un restaurant, un petit supermarché, mais
Que dalle. Mais la première chose qui vient à l'esprit de Quentin, c'est de se dire, il était tellement sec qu'il est sorti pour régurgiter ce qu'il a ingéré. Il sort du bar et là, il ne voit pas son pote. Bon, cette hypothèse, elle est à tracer. Deuxième chose, il se dit, il est peut-être dans les toilettes pour faire je ne sais quoi. Il va voir, mais malheureusement, toujours rien. Troisième possibilité, c'est de se dire, il est peut-être rentré à pied à l'auberge pour s'endormir ou faire je ne sais quoi. Alors Quentin, il nous cache pas, ça l'emmerde un petit peu de retourner à l'auberge pour voir si son pote est là, parce que c'est du trajet inutile. Du coup, il décide de retourner dans le bar et de continuer à faire la fête. À ce moment-là, on est 2h du matin, toujours aucune nouvelle de ce pote. Et là, l'ensemble du groupe se dit, écoute, il est rentré à l'auberge, il est en train de dormir, il est en train d'être dans son lit à faire je ne sais quoi. On s'inquiète pas plus que ça et on ira le retrouver quand on rentre. À 3h30 du matin, les membres du groupe sont un petit peu fatigués, ils décident de reprendre le volant et de retourner à l'auberge. Heureusement pour eux, le trajet se passe sans accident, etc. Mais de nouveau, ne prenez pas le volant avec de l'alcool. Et ils arrivent sains et saufs à l'auberge. Malgré leur état, ils arrivent à retrouver leur chambre, mais à leur plus grand étonnement, leur pote n'est pas dans son lit. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu bizarre, on se demande où il est, pourquoi il n'est pas dehors, pourquoi il n'est pas dans les toilettes, pourquoi il n'est pas dans l'auberge, où est-ce qu'il peut l'être? Vous allez voir, à partir de là, l'histoire va devenir super glauque. J'en profite pour vous dire, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, faites-le. Promis, vous ne le regretterez pas. Bon, là, c'est pas la meilleure décision qu'ils vont prendre, mais l'ensemble du groupe se disent, écoute, on va dormir, on va passer la nuit, demain matin il sera probablement revenu, on sait pas, peut-être qu'il allait dormir chez une fille qu'il a rencontrée au bar ou peu importe, et c'est ce qu'ils font. Tout le monde se met dans son lit et au bout de quelques minutes seulement, il s'endort. Quelques heures après, le soleil se lève et lorsque Quentin se réveille, il remarque qu'il manque à nouveau une personne. Il se pose même pas la question au début parce qu'il se dit il est peut-être en train de déjeuner dans la salle, on va aller voir, mais malheureusement, au bout de 3 heures, il n'est toujours pas revenu. Bien évidemment, c'est important de préciser que ceux-ci sont injoignables sur leur téléphone, ils n'ont aucun moyen de contact. Et là, l'ambiance commence à devenir un petit peu pesante parce qu'effectivement, dans le groupe, il manque 2 personnes et on ne sait pas où elles sont. Et ça, honnêtement, c'est pas la chose la plus rassurante qui existe, sachant qu'on est en pleine vacances, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un lieu qui est quand même assez reculé, il y a une forêt à gauche et une rivière à droite. Mais Quentin essaye de ne pas céder à la panique et d'être rationnel. Il se dit, voilà, il y a plusieurs options, ils sont peut-être dans une d'entre elles, voilà, on va pas paniquer, on va encore attendre ce soir. Et là, si ce soir il y a rien, on va commencer un petit peu à chercher. Quelques heures passent, toujours aucune nouvelle de leurs 2 potes, et là, ils commencent à paniquer. Ils se disent, bon, maintenant on va commencer à effectuer des recherches, on va aussi appeler la police pour qu'ils puissent nous aider, on va demander aux gens de l'auberge qu'ils puissent nous aider aussi. Et seulement 1 heure après, les recherches commencent. Ils se disent, on va commencer par regarder aux alentours de l'auberge, parce que peut-être que ces cons ils se sont perdus ou je ne sais quoi. Et le groupe d'amis, eux, s'occupent de regarder dans la nature. Pendant ce temps, une autre équipe va aller regarder du côté du bar et de la civilisation. Comme ça, en gros, ils optimisent les recherches. Rien que d'imaginer la suite de l'histoire, je me dis, mais ça va juste être terrible. Pendant plusieurs heures, le groupe d'amis cherche partout. Mais à un moment, ils arrivent vers la fameuse falaise qu'ils sont allés visiter au tout début, le premier jour. Là, ils revoient ce monument de la nature, vraiment c'est incroyable tellement c'est beau. Lorsque tout à coup, un des membres du groupe regarde en bas et il voit une sorte de tache. Cette tache semble flotter au-dessus de l'eau et là, il commence sérieusement à paniquer. Il a une sorte de mauvais pressentiment, vraiment il se dit... pitié que ce soit pas ce que je pense, vraiment. J'espère de tout cœur que c'est pas notre pote qui est en train de flotter. Il dit à tous ses potes, les gars, regardez en face, il y a quelque chose qui flotte. Et là, tous les membres du groupe se mettent à courir en direction de l'objet flottant. Quentin n'hésite pas une seule seconde, il saute dans l'eau pour aller voir de quoi il s'agit. Et dès qu'il s'approche de cet objet, il se met à hurler de tout son être. Parce qu'évidemment, vous vous en doutez, la chose qui flotte, c'est pas un objet, c'est un de leurs potes. Malheureusement, celui-ci est inconscient, un des membres du groupe saute à l'eau pour aider Quentin à le ramener sur la rive, et immédiatement, l'un d'entre eux lui fait un massage cardiaque. Pendant ce temps, un des gars sort son téléphone, il appelle immédiatement une ambulance pour qu'elle vienne le plus rapidement possible. Et malheureusement, Quentin et ses amis vont se rendre à l'évidence très vite, on ne peut plus rien faire pour le sauver. Il est déjà parti depuis quelques heures et ils n'ont juste rien pu faire. Je vous le cache pas, l'ambiance dans le groupe à ce moment-là, elle est abominable. Quentin nous raconte même que certains des membres du groupe se mettent à rigoler, mais c'est uniquement nerveux parce que leur cerveau n'arrive pas à assimiler le fait qu'ils viennent de perdre un ami dans d'atroces souffrances et surtout dans des conditions super cheloues. Ils n'ont aucune explication, ils ne savent pas quoi dire, vraiment l'ambiance est juste hyper glauque et ils attendent que l'ambulance arrive pour prendre le corps en charge. Une fois sur place, les ambulanciers s'en occupent et ils essayent de rassurer les potes. Ils leur disent voilà, on va appeler la police pour voir ce qui s'est passé, pour commencer une enquête parce que c'est quand même assez spécial. Pendant ce temps, nous on va rester avec vous, c'est super important dans un tel cas. Et si vous voulez, on vous raccompagne à l'auberge et on discute. C'est ce qu'ils font, ils arrivent à l'auberge et là, ils croisent des membres de l'autre équipe de recherche, donc celle qui s'est occupée de la partie ville. Et ce qu'ils vont apprendre va en remettre une couche, vous imaginez pas à quel point les vacances se sont transformées en enfer sur terre. Un des gars s'approche de Quentin et lui dit mec, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer. On a retrouvé
un de vos potes, et malheureusement, il était sans vie, sous un pont. Quentin, à ce moment-là, il se met à pleurer parce que ça fait beaucoup trop d'informations négatives dans son cerveau. En l'espace de quelques heures, il a perdu 2 de ses meilleurs potes avec qui il était censé passer l'un des plus beaux moments de sa vie. Et il n'arrive pas encore à assimiler tout ça. Au même moment, un ambulancier vient le prendre en charge parce qu'à ce moment-là, il faut vraiment un soutien psychologique très important. Et l'ensemble des potes sont complètement perdus. Quentin nous explique qu'à partir de là, c'est une sorte de trou noir qui se passe, vraiment, il n'a plus vraiment de souvenirs. Et que les premiers éléments dont il se souvient, c'est qu'ils ont fait leurs affaires et qu'ils sont rentrés chez eux, sans leurs 2 amis malheureusement. C'est seulement plusieurs semaines plus tard que Quentin et ses potes apprennent la sombre vérité. Des autopsies ont été menées sur leurs amis et apparemment, ils ont découvert un point en commun. Sur leur mollet gauche, une croix était taillée. Les médecins mettent plusieurs jours à savoir si c'était un signe qu'ils avaient déjà en commun avant de venir en vacances, une sorte de tatouage / gravure qu'ils ont fait ensemble, ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus glauque. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion que cette marque avait été taillée assez récemment, et c'est l'histoire de quelques heures seulement. C'est super glauque parce que ça sous-entend que ces personnes ne sont pas mortes naturellement ou d'elles-mêmes, mais qu'il y aurait eu l'intervention d'une ou plusieurs tierces personnes. Malheureusement, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas qui a commis ces atrocités, mais Quentin, aujourd'hui, nous explique qu'il est encore suivi psychologiquement chaque semaine. Je n'ose pas imaginer à quel point ça doit juste traumatiser une telle histoire, parce que déjà de perdre une personne, c'est horrible, mais alors 2 personnes le même jour, de la même façon, alors qu'on est en vacances, je ne préfère sincèrement pas imaginer. Je tiens à mettre en garde, comme d'habitude, cette histoire je l'ai trouvée sur un forum, c'est une personne qui l'a écrite comme vous et moi, on n'en a aucune idée de si elle est vraie ou si elle est fausse. Personnellement, je vous avoue, je pense qu'elle est fausse, même si j'en doute pas, des histoires comme ça se passent tous les jours dans le monde, mais si je veux, je peux en écrire une sur un forum, dire qu'elle est vraie, alors que pas du tout. Donc on prend ça avec des pincettes. Voilà, c'est la fin de cette histoire et cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, je vous rappelle c'est super important pour notre objectif des 100 000 abonnés. Là vraiment on est dans un marathon / un sprint, vraiment on veut que ça arrive, et j'en suis sûr qu'ensemble on y arrivera main dans la main. Donc si tu regardes cette vidéo que t'es pas abonné, clique sur le bouton rouge et je te promets tu ne le regretteras pas. Si vous voulez voir l'histoire glauque d'une personne qui visite un manoir qui est censé être hanté mais pas seulement, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui se trouve juste ici. Et à vous abonner avec le bouton qui se trouve juste sur ma gueule. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.